Bonjour les amis et plumophiles évidemment, j'espère que vous passez de bonnes vacances ou peut-être partez-vous en vacances. Eh bien, malgré tout ce qu'on peut nous dire sur le dérèglement climatique, etc., eh bien, je constate que comme d'habitude, je vais dire à peu près, hein, eh bien, deuxième quinzaine d'août, eh bien, il commence à pleuvoir, en tout cas sur le sud de la France, et ce qui est quand même bienvenu, et si on regarde la météo pour les jours, les semaines à venir, effectivement, il commence à pleuvoir un petit peu. Alors, les températures baissent aussi, bon, jusqu'à maintenant en tout cas, je ne vois rien d'anormal, ce qui ne veut pas dire, bien entendu, comme nous l'avons déjà vu dans nos études précédentes, qu'il y a effectivement un réchauffement de l'atmosphère terrestre, au moins dans la partie nord de la planète. Bien, tout ça pour arriver, et c'est pas tout le bruit, c'est peut-être le même chemin, je ne sais pas, à notre étude numéro 2 concernant l'énergie nucléaire, sachant qu'il y en aura à peu près encore 6 ou 8 sur des sujets plus ou moins similaires. Alors, aujourd'hui, je vous propose que nous parlions des réactions nucléaires et de la radioactivité. Alors, c'est comme d'habitude, nous resterons modestes devant l'éternel, il n'est pas question de se prendre la tête, mais simplement de savoir un peu de quoi on parle. Alors, on va commencer par une rétrospective de vos cours de chimie. Alors, je ne sais plus aujourd'hui où ça se situe dans les études. Est-ce que c'est en quatrième, en troisième, en seconde, en première, enfin bon, je sais pas. Alors, nous allons commencer donc par la matière. Ne partez pas tout de suite, ne vous sauvez pas en courant, ça sera de toute façon très intéressant. Après ces quelques rappels, on passera à des choses plus pratiques. Voilà. Alors, le noyau, l'atome est constitué d'un noyau qui lui-même comporte des protons, des neutrons et puis des électrons qui tournent autour. Le plus simple dans la nature, c'est l'hydrogène. L'hydrogène, donc le noyau, c'est un proton, et autour, alors qui est conventionnellement plus, et autour tourne un électron qui est conventionnellement moins. Alors certains esprits puristes vont dire oui, mais l'électron peut devenir positif, oui, bon, d'accord. Mais ne rentrons pas dans tous ces détails, ça n'a pas d'intérêt pour notre étude en tout cas. Donc ça c'est l'hydrogène. Si nous prenons maintenant l'hélium qui est le second, hein, le numéro 2 dans la classification, eh bien là c'est tout par deux. C'est-à-dire que nous avons deux protons plus, deux neutrons qui sont neutres, et puis, c'est dans le noyau ça, hein, et puis deux électrons qui tournent autour. Mais ce n'est plus de l'hydrogène, c'est autre chose, ça s'appelle de l'hélium. Et ainsi de suite. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un nucléon? À l'occasion, je vais peut-être vous parler des nucléons, ça peut des fois m'échapper. C'est tout simplement la somme des neutrons et des protons dans le noyau. Voilà, c'est le nucléon. Hein. Alors, l'atome électriquement est normalement stable, c'est-à-dire que les charges positives du noyau sont équilibrées par les charges négatives des électrons. Bon, ça c'est pas très compliqué. Si maintenant ça ne l'est pas, il y a un autre problème. Alors, si notre atome a perdu ou gagné des électrons, pour une raison quelconque, eh bien, il va devenir, que va-t-il devenir? Il va devenir un ion. Un ion, donc, c'est-à-dire un atome qui a gagné ou qui a perdu des électrons. Et puis, si maintenant, ce même atome, pour une raison quelconque, a gagné des neutrons au niveau du noyau, eh bien, il va devenir un isotope. Et là, on est toujours dans le même corps, mais avec des propriétés atomiques différentes. Propriétés chimiques, non, quasiment pas, mais d'un point de vue nucléaire, tout à fait différentes. Et là, nous rentrons donc dans ce qu'on appelle la physique nucléaire. Voilà, tout ça, c'est pas très compliqué. Alors, un exemple, c'est l'oxygène 16, donc le nucléon, et
qui a deux isotopes, l'oxygène 17, l'oxygène 18. L'oxygène 16, c'est plus de 99% de l'atmosphère terrestre. Nous le respirons, heureusement d'ailleurs, 20,7% en concentration dans l'atmosphère terrestre. Et les deux autres, qui sont donc des isotopes, nous les respirons aussi, et c'est pas pour ça que nous mourrons. Bon, ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre d'isotopes, et de très nombreux d'ailleurs, qui n'ont pas d'influence sur notre vie. C'est pareil pour les animaux, hein, bien sûr. Nous sommes, désolé de le dire, mais nous sommes des mammifères, hein, quand même. Bon, peut-être un peu évolué, encore que des fois je me demande si c'est bien le cas. Bon, c'est autre chose. Alors, donc ces isotopes ne sont pas forcément méchants, sauf que dans certains produits, et je pense certains minéraux, certains métaux, c'est pas le cas. Et le cas, par exemple, c'est l'uranium 235, dont nous avons vu que c'était le seul fissile dans la nature. Alors, concentration actuelle dans la roche, nous l'avons vu ça dans l'étude concernant l'extraction du minerai d'uranium, la pitch blende ou la peg blende, enfin comme on veut, mais pas la pêche blanche, hein, non, ça c'est l'IA, ça. Alors je lui laisse la paternité. Donc nous avons vu cette affaire-là dans cette vidéo qui précédait celle-ci, donc c'est la numéro 31. Alors, ces isotopes ont, certains sont évidemment, et même beaucoup, sont ce qu'on appelle radioactifs, c'est-à-dire qu'ils vont perdre leur énergie sous différentes formes, c'est-à-dire des rayonnements, ou l'éjection de neutrons. Ça, évidemment, ça peut avoir des conséquences pour les mammifères. Alors je vais plutôt parler des mammifères, hein, mais c'est vrai aussi pour les insectes ou les bactéries, sauf qu'il y en a qui résistent plus ou moins bien, d'autres très forts, par exemple comme l'escargot. Bon, alors ça c'est encore autre chose. Alors la durée de vie de ces isotopes est très variable. Il y en a c'est quelques secondes, d'autres ce sont des milliers d'années, tout à fait différents. Et quand je parle de la durée de vie, c'est la demi-vie, c'est-à-dire la période radioactive, comme nous l'avons vu également dans cette vidéo précédente. Alors, je rappelle que la période radioactive, c'est la perte de la moitié de l'activité radioactive de l'élément considéré. C'est pas la fin, non. Si nous avons un produit comme le plutonium, qui est quand même extrêmement radioactif, au bout de 24 000 ans, il aura perdu la moitié de sa radioactivité. Mais c'est encore extrêmement dangereux. Et puis il faudra encore attendre 24 000 ans pour qu'il perde encore la moitié, etc. Donc nous avons le temps de prendre notre retraite paisiblement. Voilà. Alors, je vous donnerai dans les vidéos qui vont suivre des sites à aller voir sur Internet, mais qui sont des sites de sociétés, alors je ne veux pas dire officielles, mais des grandes sociétés du nucléaire, où il y a de très bonnes explications complémentaires avec des schémas et autres, pour tous ceux qui veulent évidemment s'intéresser à la chose. Et je dis que la dite chose était très intéressante. Et là, je ne parle pas pour moi, mais l'énergie nucléaire, je pense, est quand même une grande source d'énergie pour l'humanité. Alors, en Occident, nous verrons que, on ne sait pas trop, enfin oui, mais c'est pas pareil dans une autre partie de la planète qui s'appelle l'Asie, et voire la Russie. Bien. Alors ensuite, j'ai passé sur les unités de masse, etc. Bon, on va pas trop rentrer dans les détails parce que sinon vous allez fuir tout de suite, et ça serait un peu dommage, quoi. Voilà. Alors, nous avons plusieurs sortes de réactions nucléaires. J'allais dire 3, en fait non, 4. Il y a ce qu'on appelle une réaction élastique, c'est-à-dire que issue de l'uranium, le 235, on va revenir vers lui, vers les centrales nucléaires, parce que c'est quand même l'objectif. Une réaction élastique, c'est-à-dire qu'un neutron qui s'échappe du noyau d'uranium 235
eh bien, il va partir à grande vitesse. Alors, quand je dis grande vitesse, c'est dans l'environnement dans lequel il se trouve, hein, bien sûr. C'est pas Dunkerque-Menton en une fraction de seconde, hein, c'est pas ça, non. Ça, on verra peut-être pour les rayons cosmiques, mais pas, puis encore pas à cet endroit-là. Bon, donc là, nous restons dans l'environnement qui est celui de la matière, hein. Euh, nous avons une réaction élastique, c'est-à-dire que notre neutron va rebondir sur le noyau de l'atome qui se trouve à côté. Rebondissant, il va perdre une partie de son énergie cinétique, qui va se transformer en chaleur. C'est la même chose qu'une balle de fusil. Une balle de fusil, lorsqu'elle percute quelque chose, elle cède son énergie cinétique en chaleur. Bien. Et puis il peut faire ça plusieurs fois. Ça c'est très intéressant parce que, premièrement, ça va se traduire par une émission d'énergie calorifique, et la deuxième chose c'est que ça va le ralentir. Donc lorsque nous avons des neutrons, des particules, on ça comme ça, qui voyagent à des vitesses élevées, c'est-à-dire de l'ordre de 20 km/s, nous allons les appeler des neutrons, s'il s'agit de neutrons, des neutrons rapides. Et ça va intéresser les centrales surgénérateurs. Mais on aura l'occasion d'avoir une étude sur le sujet, spécifique sur le sujet. Et puis, à force de ralentissement, eh bien, ils vont tomber en dessous de 5 km/s, et à ce moment-là, nous aurons des neutrons dits thermiques. Or, plus ils vont ralentir, plus ils auront de chances d'aller percuter d'autres noyaux. Soit de les faire éclater, soit d'être absorbés. Alors, l'histoire de... J'anticipe un petit peu, mais cette histoire de vitesse est très importante, et je vous demande de la retenir, parce que je vous en reparlerai après, avec les réacteurs naturels. Et oui, la nature a tout prévu, et aussi des petits réacteurs naturels qui ont 2 milliards d'années. Bon, voilà. Hein. Alors, ça, c'était la réaction élastique. Et puis, il y a également ce qu'on appelle la capture radiative. Alors, la capture radiative, ça veut dire que le noyau va absorber le ou les neutrons. Absorbant le ou les neutrons, il va devenir un isotope, mais instable. Oui, parce que d'un seul coup, dans la maison, il y a beaucoup plus d'énergie. Alors, lui-même va s'en débarrasser, en général, sous forme d'un rayon gamma. Gamma, c'est de l'énergie pure. Bon. Et puis après, nous avons les réactions de fission. Fission, c'est-à-dire que notre ou nos neutrons qui arrivent, eh bien, vont faire éclater le noyau. Et faisant éclater le noyau, eh bien, ils vont céder une grande partie de leur énergie cinétique. Et ces éclats de noyau vont constituer ce qu'on appelle des produits de fission. C'est ce qui se passe avec les centrales électronucléaires et l'uranium ou le plutonium. Ces produits de fission, alors il y en a des centaines, vont pour une grande majorité avoir des vies, des vies effectives ou des demi-vies très courtes. Ça va de la seconde à, je sais pas, quelques minutes, quelques heures aussi. Et puis il y en a un certain nombre qui, eux, au contraire, ont des vies extrêmement longues. D'où l'histoire des produits de fission, nous en reparlerons après. Ça, c'est la réaction de fission. Contrairement à la réaction de fusion, et là ce sont les centrales à fusion qui sont étudiées aujourd'hui, c'est-à-dire ITER, où là au contraire on va rassembler des noyaux légers, c'est-à-dire hélium, hydrogène en particulier, pour les faire fusionner. Et là avec une libération d'énergie qui est sans commune mesure avec la réaction de fission que nous venons de parler. Voilà. Alors, quels sont maintenant les rayonnements qui sont émis ? Ça, c'est important à savoir, bien entendu. Alors, nous avons ce qu'on appelle les particules lourdes. Les particules lourdes, ce sont les produits de fission, justement.
Alors quand je dis lourde, attention, on est à l'échelle atomique, hein. On n'est pas, si vous achetez une balance dans le supermarché du coin, même électronique, c'est pas la peine d'essayer de les peser, hein. On est aux alentours de moins 24 grammes, choses comme ça, hein. On va pas rentrer dans les détails. Sont des particules lourdes, dites lourdes, et qui sont extrêmement radioactives. Enfin, énergiques au point de vue radioactivité, et qui vont se déposer dans le milieu ambiant, partout. Et en particulier, sur le corps humain, voilà. Mais pour ça, il faut que les circonstances s'y prêtent. Alors ça peut être évidemment les conséquences d'une explosion atomique, bien sûr. Ou d'aller se promener, alors j'allais dire sans autorisation et sans rien, dans un milieu industriel où il est susceptible d'y avoir ce genre de choses. Alors je vous dis tout de suite, faut pas trop y croire, hein, à ça. C'est-à-dire que en fait, toutes les installations nucléaires, électronucléaires sont extrêmement surveillées, confinées, etc. Bien sûr. Et puis, si on prend le cas, par exemple, d'une centrale nucléaire, il ne faut pas s'imaginer qu'autour du réacteur, il y a des produits de fission comme ça qui se promènent. Non, 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 non. Ça, non, non. Alors, je tiens à le préciser parce que lorsqu'on parle de tout ça, on voit tout de suite le côté catastrophique. Comme je l'ai déjà dit, s'il y avait des journaux de mauvaises nouvelles, ils se vendraient beaucoup mieux que les journaux de bonnes nouvelles. Et lorsque je vois certains articles, alors ça s'est un peu calmé en ce moment, mais enfin il y a eu une période où, je voyais, concernant en particulier les centrales nucléaires, mais on se dit on est dans un autre monde, quoi. Enfin bon, on va pas rentrer dans les détails. Ensuite nous avons les protons qui sont émis, qui ne sont pas des particules contaminantes, mais qui ont une certaine énergie, une certaine vitesse, sont quand même pénétrantes. Le rayonnement gamma, qui est un rayonnement d'énergie pure, qui lui est déjà très pénétrant, et qui peut avoir des conséquences, évidemment, au niveau des mammifères, enfin de la vie, parce qu'en fait c'est la vie qui nous intéresse, hein. C'est pas le mur en béton, ni je ne sais quoi, ni la carrosserie de la voiture. Bon, ça, tout va dépendre du débit de la source, et de la dose qui a été prise par le mammifère, et également le temps dans lequel elle a été prise. Ça rejoint un petit peu, même beaucoup d'ailleurs, l'énergie électrique, c'est-à-dire la quantité d'énergie, c'est égal à l'intensité, donc le débit de dose multiplié par le temps. Donc la quantité de radioactivité, j'allais dire accumulée par un organisme, va dépendre évidemment de la puissance de la source et du temps d'exposition. Si nous avons une source qui est relativement forte, enfin sans donner de valeur, et que nous passons devant en courant, bon, on peut penser qu'il n'y aura pas ou peu de dégâts. À ce sujet d'ailleurs, en parlant des rayons gamma, je voudrais quand même rappeler, en particulier pour les soudeurs à l'arc, hein, que les rayons X ne sont pas gratuits, en particulier lorsqu'on soude à hauteur d'homme par exemple, au niveau de l'estomac, au niveau des viscères. D'où l'utilité d'avoir un tablier. Le cuir ne suffit pas, l'idéal c'est d'avoir également une petite feuille de plomb à l'intérieur. Hein. Alors c'est évidemment pas très confortable, mais c'est très important. Bon, si vous faites une soudure de temps en temps, le problème ne se pose pas, mais pour un soudeur professionnel, ils sont parfaitement au courant de ce genre de choses. Ensuite, le neutron. Alors, une émission de neutrons, ça c'est très pénétrant, ça traverse beaucoup de choses, et puis on ne l'arrête pas facilement. Hein. Alors ensuite, évidemment, on pourrait parler des rayons cosmiques. Alors ça c'est encore autre chose, c'est pas l'histoire dans les centrales nucléaires, il n'y en a pas, et de toute façon ils traversent la Terre sans rien voir. Bon, très bien. Alors, donc pour une centrale, en tout cas, pour des réacteurs nucléaires classiques, il n'y a que l'uranium-235 et le plutonium qui vont nous servir de source, c'est-à-dire produire des neutrons, qui vont aller ensuite interférer, suivant les schémas que je viens de vous donner, c'est-à-dire réaction élastique, réaction de fission,
avec, par exemple, s'il y a un chargement en uranium 238 qui est inerte, rappelez-vous, hein, on en fait des obus flèches avec ça, et il va le transformer en plutonium. Mais également, ça peut être le thorium 232. Les recherches qui sont faites là-dessus, et les Chinois sont d'ailleurs très avancés sur les réacteurs en thorium. Bon, on aura l'occasion d'en reparler de tout ça, hein, pas trop tout mélanger non plus, d'accord. Alors maintenant, parlons de la chaleur résiduelle d'un réacteur nucléaire. Un réacteur nucléaire, c'est quand même une question importante, comment l'arrête-t-on? Bah oui, une fois qu'il est démarré, il faudrait quand même savoir s'il y a un incident quelconque ou si on veut l'arrêter, bah, comment fait-on, hein? C'est pas un robinet à tourner, hein. Non, il y a ce qu'on appelle des grappes de sécurité. Des grappes de sécurité qui sont constituées avec du bore 10, et des aciers inoxydables, qui vont chuter. Alors ça n'arrive pas à 300 à l'heure au fond de la cuve du réacteur, hein. Il y a un amortissement, mais elle chute. Alors, il y en a un certain nombre comme ça. C'est en gros, un peu plus gros que mon petit doigt, et il y en a comme ça des centaines, qui sont insérés au milieu des éléments combustibles, hein. Et puis également les grappes de réglage qui vont chuter. Donc ce qui fait que nos réactions nucléaires, nous n'aurons plus le même échange avec au sein de la matière qu'il y avait avant. Donc la réaction nucléaire va, comme on dit, s'étouffer. Mais elle va partir par exemple de 100% de puissance nominale, mais elle va décroître. Elle va pas, ça va décroître très rapidement au départ, puis après ça va s'arrondir, et au bout d'un certain temps, c'est-à-dire 1 heure, on va arriver à peu près à une asymptote. Une asymptote qui représente 1% de la puissance thermique du réacteur. Et d'où vient cette puissance résiduelle? Elle vient tout simplement des produits de fission à vie longue. Donc au début, vous avez tous les produits de fission à vie courte qui s'épuisent, ils disparaissent, mais il va nous rester les produits de fission à vie longue, avec entre deux ceux qui ont une vie moyenne, etc. Donc ça veut dire que, eh bien, il va falloir, malgré que notre cœur de réacteur soit à l'arrêt, il va falloir quand même le refroidir en permanence tant que le combustible sera dans la cuve. Alors, ce refroidissement est assuré par des circuits auxiliaires qui sont secourus, redondants, etc. C'est comme dans les avions, hein. Secourus, et puis en supposant que, je sais pas, il y a tel ou tel problème, vous avez toujours des diesels, il y a même une turbine à combustion qui va fournir l'électricité, enfin, etc., etc. Même en cas d'inondation, enfin bon. Je dis tout ça, c'est, je dirais, pour un peu calmer quand même les esprits qui, éventuellement, que j'appelle chagrin. Moi j'aime bien ce terme d'esprit chagrin, mais je comprends aussi parfaitement que lorsqu'on n'est pas spécialiste de la chose, eh bien, on puisse se poser des tas de questions. Et ça, c'est l'objectif, je dirais aussi, de cette chaîne, pas que dans le domaine de l'énergie nucléaire, on en a vu beaucoup dans le climat, on en a vu également, on parlait de la voiture électrique, on a parlé de l'hydrogène, des piles à combustible, etc. Je dirais que la chaîne est aussi, en toute modestie, je le précise toujours, est aussi faite pour ça, pour amener des informations. Alors, je répète aussi que je ne fais pas de montage vidéo. Les montages vidéo, évidemment, c'est joli, c'est tout, etc. Mais c'est chronophage, c'est-à-dire qu'il faut y passer un temps fou. Et comme ça, on fait des vidéos qui font 5 minutes, qui font 7-8 minutes. Mais moi, il me paraît plus utile d'avoir une discussion entre nous comme ça pendant 35 minutes, 40 minutes, et puis après, pour avoir des compléments, eh bien d'aller consulter le site internet www.laplumedutemps, et où là tout est gratuit, il suffit de cocher les conditions générales, pas de vente puisque c'est gratuit, surtout pas de vente en France, et puis vous avez d'autres, là vous avez les photos, vous avez un certain nombre de choses, et c'est ce qui va se produire d'ailleurs pour les centrales nucléaires, et d'ailleurs tout ce que je suis en train de vous exposer là, vous aurez les photos, vous aurez des schémas de réacteurs, etc. Et pareil pour les surgénérateurs, hein. Donc voilà. Alors on a vu que, voilà, un exemple. Prenons un réacteur REP,
c'est-à-dire réacteur eau pressurisé, de 1370 MW électriques brut. Alors je rappelle qu'entre brut et net, il y a en gros 4,5% de consommation pour la centrale. Donc c'est 4,5% de puissance en moins sur le réseau. Bon, ça va pas très loin. Hein. Ça nous donne 4100, en gros, hein, j'arrondis, 4100 MW thermiques. Ce qui veut dire que nous devrons assurer 1%, c'est-à-dire 41 MW thermiques de refroidissement permanent. D'où les fameux circuits auxiliaires, secourus, etc. etc. Il faut le savoir. Maintenant, si un jour on décharge le combustible nucléaire, évidemment, il ne reste plus que la radioactivité de la cuve du réacteur, à peu près que ça. Et bon, sachant que les éléments combustibles, on va les mettre dans une piscine pour qu'ils continuent à perdre leur radioactivité. Alors pas complètement, bien entendu, et cette piscine, il faudra de toute façon la refroidir. Voilà. Alors, parlons maintenant de ce qu'on appelle la masse critique. La masse critique, ça on en entend parler souvent, on dit « Ah, ça atteint la masse critique », etc. Bon, la masse critique, il y a une notion de masse. S'il n'y a pas suffisamment en masse d'uranium ou de plutonium, il ne se passera rien à part une radioactivité ambiante. Dans un réacteur nucléaire de centrale nucléaire, évidemment que la masse critique elle est très large, c'est en centaines de tonnes. Hein. Mais dès l'instant où les grappes de sécurité et de réglage sont tombées, c'est une fragmentation. Donc à l'échelle unitaire, on n'est pas du tout dans la masse critique. Alors comment va-t-on faire pour redémarrer notre réacteur ? On va déjà lever les grappes de sécurité, et puis lever très très doucement les grappes de réglage. Ce qui fait que les réactions nucléaires vont s'amplifier et qu'on va arriver comme ça à une divergence où l'énergie produite va être suffisante pour s'auto-entretenir, ce qui n'était pas le cas avec les grappes de sécurité. Donc le réacteur a divergé, et ensuite on va continuer, alors ça se fait pas n'importe comment, hein, à lever ces grappes jusqu'à atteindre, alors ce sont des... il y a des critères, hein, comme je dis, ça se fait pas comme ça. Hein, bon, et jusqu'à la puissance qu'on veut, en général c'est 100%, sauf si l'unité est en téléréglage. On a vu les conséquences dans une autre vidéo précédente, les conséquences des énergies renouvelables et aléatoires sur le nucléaire. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de réacteurs, enfin d'unités, qui sont en téléréglage, c'est-à-dire qu'elles ne font que de la dentelle pour compenser le photovoltaïque quand il y a un nuage qui passe, ou l'éolien quand il n'y a plus de vent et que le vent revient. Bon. Alors, je vous renvoie d'ailleurs sur cette vidéo parce qu'elle est quand même importante, et ça a des conséquences au niveau de l'usure du combustible nucléaire. C'est évident que lorsque les grappes montent, si on les arrête par exemple à un tiers, enfin pas un tiers, non, à la moitié ou 2/3 de leur hauteur, c'est-à-dire de la puissance maximale, eh bien il y a une déformation, on a une déformation du flux nucléaire, donc une usure différentielle de l'uranium et du plutonium. Oui, donc tout ça, ça a des conséquences financières, techniques, etc., etc. Donc un prix indirect des énergies renouvelables. Ce n'est pas que je suis contre les énergies renouvelables, mais il ne faut peut-être pas aller trop loin. Alors, donc, cette divergence, ça veut dire que nous contrôlons le flux nucléaire à la demande. Alors, les esprits chagrins vont dire « Oui, mais si ça se passe mal, et puis si les grappes se lèvent pas comme on veut, parce que je sais pas quoi, il y a eu un sabotage ou je sais pas quoi, que va-t-il se passer ?» Il va rien se passer parce qu'en fait, il y a des automates redondants également, c'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine vitesse de variation du flux nucléaire, eh bien, les grappes de sécurité vont tomber, les grappes de réglage vont tomber, et on va retourner à la case départ.
Et là, c'est plus embêtant parce qu'on aura en même temps ce qu'on appelle une injection de sécurité, c'est-à-dire que il y a un réservoir quelque part qui va nous injecter de l'acide borique. Or, le bore est un neutrophage. Ça veut dire que pour redémarrer le réacteur, il va falloir diluer tout ça, et ça demande du temps. Donc voilà, je rassure tout le monde sur ce sujet. Alors maintenant, donc je pense que c'est quand même intéressant tout ça, hein, ça ne méritait pas de partir en courant. Bon, faut s'y intéresser, évidemment, allez-vous me dire. Alors maintenant, parlons d'un autre phénomène qui est la nature. Vous savez que la nature a à peu près tout inventé, nous la copions, et on essaye de la perfectionner, c'est-à-dire de la mettre, ce qu'on appelle le perfectionnement, à mon sens, c'est de la mettre à notre avantage et de l'adapter pour notre vie de mammifère dit supérieur. Voilà. Bon. Et c'est passé une chose, alors nous sommes en 1972, la France exploite donc toujours ses mines d'uranium au Niger, au Gabon. Alors on a toujours celle du Gabon, enfin à ma connaissance en tout cas, et arrive, alors c'est à Pierre-Latte, je crois, donc des gâteaux, si vous voulez. On a vu ça hein, dans la vidéo précédente sur l'extraction minière, les préparations, etc. Arrive ce qu'on appelle donc un gâteau, c'est-à-dire un concentré d'uranium. Et bien sûr, il y a une mesure qui se fait automatiquement. Et on découvre que la teneur en uranium-235, qui est la teneur naturelle et actuelle, alors, c'est pas la même, bien sûr, on l'a vu ça il y a 2 milliards d'années, hein. C'est beaucoup plus radioactif, puisqu'entre deux, la décroissance de l'uranium-235 s'est effectuée. Et là, au lieu de trouver 0,7202% de concentration en uranium-235 dans ce qui arrive, on trouve 0,7171. Ah, problème. Bon, ça interpelle. Donc les techniciens, les ingénieurs, alors c'était du CEA, descendent au Gabon, à la mine d'Oclo, c'est près de Franceville, et puis bon, ils comprennent assez vite. Hein. Ils comprennent assez vite qu'en fait il y a un petit réacteur naturel qui fonctionne comme ça, à peu près depuis 2 milliards d'années. Bon, on a le droit. Hein. Mais comment fonctionne-t-il ? Ça, c'est quand même la question. C'est pas très compliqué. Ce milieu est humide. Il y a un peu d'eau, c'est humide. Il y a une concentration en uranium-235 suffisante pour amener à la criticité. Alors vous allez me dire, oui, mais alors on risque l'explosion. Pourquoi il n'y a pas eu une explosion nucléaire terrible là-bas ? Tout simplement pour 2 raisons. La première, c'est que les neutrons d'un notre 235 sont allés visiter ceux du voisin, les ont fait éclater, etc., où on fait des réactions élastiques, où on fabriquait d'autres produits, des isotopes, mais tout ça a amené de la chaleur. Et cette chaleur a fait monter évidemment la température du milieu ambiant. Or, la molécule d'eau, H2O, à température ambiante, à une certaine position dans la matière, dans l'eau, dans le milieu ambiant. Et ça veut dire que H2O, l'atome d'hydrogène, également, puisque c'est H2O. Donc c'est une association d'atomes d'hydrogène d'oxygène. Et là, la température monte. Donc il y a éloignement des atomes et des molécules. Ce qui veut dire que nos neutrons ont de plus en plus de mal, enfin relativement, à aller percuter des noyaux d'hydrogène ou d'oxygène. Et à ce moment-là, la température tombe. Or, à température ambiante, mettons 15 degrés, hein, c'est les paramètres de l'OACI, hein, l'Organisation internationale de l'aviation civile.
qu'on prend en référence un peu partout, 15 degrés. L'eau, la densité de l'eau, c'est 1. Bien. Sauf qu'à 300 degrés, elle n'est plus qu'à peu près de 0,75. C'est plus la même chose. Ce qui veut dire que nos atomes se trouvent beaucoup plus éloignés. Et nos petits neutrons, enfin, quand je dis petits, oui, bon, auront du mal à les percuter les atomes d'hydrogène et d'oxygène. Et à ce moment-là, la température va redescendre. Mais il va survenir un autre phénomène qui est l'empoisonnement par le xénon 135. 135, le nucléon, qui est, lui, à une certaine période radioactive, et il va falloir attendre que cette période radioactive s'apaise pour que la réaction puisse redémarrer. Elle se situe en heures, que je ne dise pas de bêtises, si ma mémoire n'est pas trop mauvaise, c'est 9,2 heures. Je l'ai noté pourtant, je devrais quand même m'en souvenir. Bon, il va falloir que je retourne à l'école, parce qu'il y a un problème. Je pense pas que ce soit l'Alzheimer, non, ça a l'air d'aller. Et donc ça c'est la demi-vie. Mais ça suffit peut-être pas, il va encore falloir attendre. Pendant ce temps-là, l'eau refroidit. Et puis quand la réaction peut démarrer, puisque nos atomes se sont rapprochés, le xénon a disparu suffisamment, l'eau recommence à chauffer, etc. Et puis le cycle se continue. Et ça depuis estimé 2 milliards d'années. Et pendant lequel on aurait ce petit réacteur aurait consommé, je crois que c'est 7 tonnes d'uranium ou quelque chose comme ça. Je vais vous le dire exactement. Je l'avais mis plus loin. Oui, je crois que ça doit être dans les 7 tonnes de... voilà. Bon. Alors, cette situation, alors on en a découvert plusieurs autour, puisqu'on est descendu même jusqu'à 0,29% de concentration en uranium 235. Je suis persuadé qu'évidemment dans le monde il y en a d'autres, forcément. Et en particulier au niveau de tous les terrains avec des roches granitiques. Peut-être, je sais pas, moi, dans le Massif central, à 1000 ou 1500 mètres, il y a peut-être, c'est possible, un petit réacteur naturel, certainement en Sibérie aussi, qui est quand même relativement riche en uranium. On aura l'occasion d'en reparler de ça. Voilà. Alors, donc nous avons vu tout ça, la criticité, la divergence... Oui, c'est 9,2 heures. Hein. Le xénon 135, j'ai eu un petit doute. Donc, toutes les 9,2 heures, notre empoisonneur, n'est-ce pas, sa période radioactive diminue de moitié à chaque fois. Donc, il faut attendre quand même que ça soit suffisamment baissé. Voilà. Alors, ça nous amène à autre chose, parce que le commerce s'immisce à peu près partout. Au moins avant la guerre, il était de bon ton de vendre des eaux radioactives pour la santé. Il paraît que ça chassait un certain nombre de maladies, pour vivre plus vieux, enfin, etc., etc. Aux États-Unis, peut-être ailleurs aussi, hein, on est même allé jusqu'à mettre du radium dans l'eau minérale ou dans l'eau de je sais pas quoi, et à vendre ça aux gens, cher ou pas, je sais pas, j'y étais pas. Enfin bon, voilà, jusqu'où mettre du radium dans l'eau, c'est comme peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Alors, il y a une expérience qui est connue, enfin dans le milieu, je dirais, scientifique nucléaire. C'est l'expérience qui a été procédée sur une dame. Alors, je précise qu'elle était décédée. Hein. Elle était décédée et elle avait donné son corps à la science. Hein. Donc, on lui a coupé un tibia et on l'a posé sur une plaque photo. Et la plaque photo, c'est évidemment sensible aux radiations, et est devenue en partie beaucoup plus blanche. Donc voilà à quel point on peut arriver. Cette dame est décédée à 84 ans, mais je ne sais pas dans quelles conditions exactement. Donc voilà. Alors nous arrivons à la fin de cette étude. J'espère que vous êtes toujours là, que ça n'a pas été trop technique. Je vous renvoie donc lorsque je sortirai alors la prochaine, pas la prochaine fois, mais pour l'étude sur les différents réacteurs, que je vous proposerai sur le site internet www.laplumedutemps.com, le petit document correspondant avec les photos, des schémas, etc., etc. Voilà,
j'espère que vous saurez mettre, comme d'habitude, les pouces qui vont bien, c'est important, très important si vous voulez faire vivre cette chaîne, et de vous abonner. Il est vrai que je constate que ça stagne pas mal au niveau des abonnements, alors qu'en réalité, ça ne coûte rien, ça ne mène à pas grand-chose, mais ça permet de remonter la chaîne dans l'algorithme de YouTube, et je la vois régulièrement, enfin tout au moins certaines vidéos apparaître. Bon, ça fait quand même particulièrement plaisir, mais je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Voilà, et puis si vous voulez, comme d'habitude, hein, nous aider, il y a Tipeee pour ça, vous pouvez aussi sponsoriser le site internet, bien entendu. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, qui sera la numéro 33, et qui parlera toujours de l'énergie nucléaire, mais nous parlons de radioprotection, c'est-à-dire comment on se protège des radiations, comment, etc., tout ce qui tourne autour de la protection humaine, animale, des radiations. Alors, c'est important, c'est même très important. Pourquoi ? Ces vidéos sont très importantes. Pourquoi ? Parce que, je ne suis pas le seul à faire des vidéos, il y en a un certain nombre, mais qui me paraissent, qui sont en général très courtes. Alors évidemment, il y a de très belles photos, etc., mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus au fond des choses. Et aujourd'hui, nous vivons dans une période d'angoisse permanente, hein, c'est-à-dire que l'astéroïde qui va nous percuter, le trou dans l'ozone, ça on n'en parle plus, la prochaine épidémie, le climat, alors le climat bien entendu, je précise quand même que je ne suis pas un climato-sceptique, parce que j'ai démontré qu'il y avait effectivement un réchauffement, mais il y a peut-être des dispositions à prendre, je doute qu'elles soient prises d'ailleurs. Bon, enfin ça c'est encore un autre sujet. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y en a plein comme ça, où on vit en permanence dans l'angoisse. Alors il y a évidemment l'hiver nucléaire, ou je ne sais quel pays qui va évidemment bombarder l'Europe avec des bombes tactiques. Alors les bombes tactiques, c'est quelques kilotonnes, c'est-à-dire quelques milliers de tonnes d'équivalent TNT, trinitrotoluène. C'est par exemple, je sais pas, un tiers de la puissance d'Hiroshima, hein, comme si on peut jouer avec ce genre de choses. Personne ne se pose la question des retombées radioactives et autres. Ni de la réponse. Bon, donc je pense que malheureusement, moi personnellement, je ne crois pas du tout à l'hiver nucléaire, à la Terre rasée et compagnie. Ça fait encore partie de toutes ces, je dirais, de cette politique angoissante. Pendant ce temps-là, on ne pense pas à autre chose. Mais en revanche, nous vivons une période extrêmement dangereuse de rapports politiques et surtout financiers extrêmement violents, civilisationnels, absolument, et il n'est pas exclu que, à force de lassitude, il n'y en a pas quelques-unes qui explosent. Alors est-ce qu'elles seront tactiques ? J'en suis pas certain. Donc il est toujours intéressant quand même de savoir de quoi on parle. Mais je précise que la Terre ne sera pas rasée pour autant, ni la France, ni je ne sais quoi. Mais bon, il y aura forcément des dégâts. Mais ça, c'est un autre sujet. On verra ça plus tard, si toutefois j'aborde ce sujet. Donc ces vidéos sont donc importantes, comme pour d'autres sujets. Sache un petit peu de quoi on parle, voilà. Bien. Alors, écoutez, je vous donne rendez-vous donc pour cette étude numéro 33, qui paraîtra, je vais recommencer peut-être toutes les semaines, hein, à peu près. Et puis, bien écoutez, en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien, et n'oubliez pas de faire connaître la chaîne. Il y a une petite flèche là en biais, voilà, vous la faites connaître. L'auditoire, enfin, en tout cas les visites montent doucement. Alors il est vrai qu'à travers des vidéos comme je fais, c'est pas de la, je dirais, du grand public, voilà, People et compagnie. C'est sûr qu'il faut s'y intéresser, mais le retour d'expérience que j'ai montre que nos visiteurs sont quand même dans l'ensemble très intéressés, ils les apprécient, et c'est ce qui est le plus important à la limite pour moi. C'est pas forcément de faire 100 000 visites, bon, voilà. Très bien. Écoutez, à bientôt, et en attendant, portez-vous bien.